Donald Trump vient de faire une confession stupéfiante qui va ébranler l'Amérique. Au milieu de la pression qui monte contre lui à cause des opérations controversées de l'ICE et de la Border Patrol à travers le pays, il a fait une déclaration qui défie tout ce que l'on pensait savoir. Les Américains ne devraient pas porter d'armes en public. Oui, vous avez bien entendu. C'est un ancien président, figure centrale du droit à la possession d'armes, remet en question ce droit fondamental. Mais voici où ça devient vraiment choquant. Ce n'est pas tout. Dans un retournement inattendu, Trump ne se contente pas de critiquer ce droit. Il commence à féliciter un gouverneur en plein cœur d'une tempête politique, une personnalité politique que les démocrates veulent faire tomber. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette gestion de crise à l'échelle nationale? Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette situation cache des enjeux bien plus grands qu'une simple querelle politique. Et la question à se poser maintenant, c'est jusqu'où cette dynamique va-t-elle aller? Restez avec nous, car ce n'est qu'un début. Ce n'est pas simplement une déclaration isolée. Ce que Trump vient de dire s'inscrit dans un contexte bien plus large, une tendance qui pourrait bien faire basculer toute la politique américaine. Alors, pourquoi cette question sur le droit de porter des armes est-elle si importante? Parce qu'elle touche au cœur même des libertés individuelles, mais aussi à un système de pouvoir bien plus complexe. Cette remarque sur les armes, elle n'est qu'une petite pièce du puzzle. En réalité, Trump n'a pas fait que s'attaquer aux droits des citoyens. Il a aussi adressé des éloges inattendus à une gouverneure républicaine qui est déjà sous le feu des critiques. Elle est sous pression avec des appels à son impeachment de la part des démocrates. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette gestion de crise à l'échelle nationale? Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette situation cache des enjeux bien plus grands qu'une simple querelle politique. Et la question à se poser maintenant, c'est jusqu'où cette dynamique va-t-elle aller? Restez avec nous, car ce n'est qu'un début. Voici où cela devient vraiment frappant. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de pouvoir et de contrôle. Donald Trump, en évoquant ces sujets sensibles, nous révèle une vision bien plus vaste. Et ce qu'il a dit ensuite, c'est une bombe. Il a souligné que Kristi Noem, la gouverneure républicaine de l'État du Dakota du Sud, faisait un excellent travail. Voilà la phrase qui fait écho. Pourtant, cette même gouverneure est sous attaque directe. Les démocrates l'accusent de mal gérer la situation. Mais Trump, au lieu de critiquer, choisit de soutenir ouvertement sa gestion. Pourquoi? Est-ce pour affaiblir ses opposants politiques ou est-ce qu'il a un autre calcul derrière la tête? Il faut comprendre que derrière cette admiration se cache une stratégie bien plus grande. C'est une tentative de montrer que même face au scandale, ses alliés sont intouchables, qu'ils réussissent ou non à gérer les crises. Mais là où ça devient encore plus saisissant, c'est dans le contraste avec ses actions passées. Lorsqu'il parle d'Alex Pray et de sa famille, après avoir été accusé de les diffamer, il déclare « J'aime tout le monde, j'aime sa famille ». Ces mots, bien qu'apparentés à un message de compassion, résonnent étrangement avec la manière dont il a précédemment attaqué cette même famille. Ce décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il a fait change complètement la manière dont on perçoit l'ensemble du discours. C'est un faux semblant de réconciliation dans un monde en pleine crise. Les tensions ne font que croître. Ce que l'on pensait être une simple déclaration politique prend une ampleur inattendue, avec des répercussions qui pourraient bien redéfinir les relations entre l'État et les citoyens. Ce n'est pas un hasard si Trump a pris cette position. Cela fait écho à un phénomène bien plus vaste, celui de l'escalade des violences et de la militarisation des forces de l'ordre à travers le pays. Regardons un instant l'histoire récente. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'ICE et la Border Patrol en Minnesota n'est pas sans rappeler des événements passés où des autorités fédérales sont intervenues de manière controversée dans des États comme l'Alabama ou la Géorgie pendant la guerre civile. Et aujourd'hui, qu'avons-nous? Des forces fédérales déployées à grande échelle, traquant des Américains comme s'il s'agissait de criminels. La situation semble presque banalisée, comme si ce genre de violence d'État faisait désormais partie du quotidien. Mais c'est là que le bas blesse. Ce n'est pas normal. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ces pratiques sont désormais justifiées par un gouvernement qui affirme agir pour la sécurité nationale. La question est simple. Jusqu'où allons-nous laisser cette situation se détériorer avant de comprendre qu'il s'agit d'une dérive dangereuse?
Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de liberté et de droits fondamentaux. Le public ne semble pas encore saisir l'ampleur de ce changement, mais les événements récents montrent clairement que cette normalisation pourrait aller bien plus loin qu'on ne l'imagine. Ce qui est encore plus troublant, c'est ce qui a suivi. Trump, en évoquant ces événements, n'a pas seulement cherché à manipuler l'opinion publique, mais a aussi utilisé des éléments concrets pour justifier ses actions. Par exemple, il a mis en avant des chiffres, mais ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Il a parlé d'arrestations massives, affirmant que 13 000 personnes ont été capturées. Mais une enquête rapide montre que ces chiffres sont loin d'être exacts. Pourquoi alors cette manipulation flagrante des faits? Et ce n'est pas tout. Ce qui rend cette situation encore plus choquante, c'est l'attitude de certains gouverneurs, comme Kristi Noem, qui non seulement cautionnent ces actions, mais les défendent ouvertement. Au lieu de remettre en question la politique du gouvernement fédéral, elle choisit de soutenir une position qui est, au fond, contre l'intérêt des citoyens qu'elle est censée protéger. Cette contradiction entre ce qui est dit et ce qui est fait est ce qui provoque un profond malaise. Mais voici la vraie question qui dérange. Pourquoi ces gouverneurs et responsables politiques continuent-ils à soutenir des actions qui non seulement mettent en péril les droits des citoyens, mais qui créent également une division profonde au sein de la population? La réponse n'est pas si évidente. Les enjeux politiques? Oui. Mais derrière tout cela, il y a une manœuvre stratégique bien plus complexe qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices à long terme. L'escalade de cette situation devient presque inévitable. En moins de 48 heures, les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. Le climat de chaos grandit et avec lui, les tensions. Ce qui semblait être une série de décisions politiques mal orientées se transforme en une crise en pleine expansion. 3 éléments clés se sont rapidement imposés. La mobilisation des forces fédérales, les accusations de violences policières et une campagne de dénigrement qui touche tous ceux qui osent remettre en question ce déploiement. D'un côté, vous avez les forces de l'ordre fédéral qui semblent déborder de pouvoir et de ressources. De l'autre, des gouverneurs et des citoyens qui se battent pour maintenir un semblant de contrôle, mais qui, à chaque instant, se retrouvent écrasés sous la pression de décisions qu'ils n'ont pas prises. Et tout cela se passe à une échelle qui semble presque irréelle. Ce n'est pas simplement une mauvaise gestion, c'est une série de décisions qui, petit à petit, échappent totalement à tout contrôle. Maintenant, la grande question est la suivante. Que se passe-t-il si cette situation se poursuit? Où cela mène-t-il? Chaque mouvement, chaque décision semble être une pierre jetée dans un étang, provoquant des vagues de plus en plus grandes. Et la véritable peur, c'est que ces vagues n'arrêtent pas. Elles continuent de grandir jusqu'à ce qu'elles engloutissent tout sur leur passage. Si ce chaos perdure, quels seront les véritables dégâts? À ce stade, il est crucial de se rappeler ce que tout cela signifie pour les personnes ordinaires. Vous, moi, les familles qui vivent en plein cœur de cette tourmente. Les décisions prises dans les bureaux de Washington et les déclarations de leaders politiques semblent bien loin de la réalité de ceux qui souffrent sur le terrain. Le véritable impact se mesure dans les vies brisées, dans les familles séparées, dans les enfants qui voient leurs parents être arrachés sous leurs yeux. Prenez un moment pour imaginer cette scène. Des enfants incapables de comprendre pourquoi leurs parents sont emmenés, des rues envahies par la peur, des voisins qui deviennent des étrangers. Ce n'est pas une simple série de discours politiques ou un jeu d'échecs pour des votes. C'est la réalité de millions de personnes qui, chaque jour, se retrouvent sous pression, complètement écrasées par la machine gouvernementale. Ce qui est le plus choquant, c'est que dans cette réalité, tout cela n'a aucune justification valable. Ce n'est pas une question de sécurité nationale, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de pouvoir. Et ce pouvoir est exercé au détriment des innocents. Si vous avez déjà ressenti une forme de cette angoisse ou de ce manque de contrôle, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Mais au-delà de la colère et de l'indignation, il est crucial de comprendre le mécanisme qui permet à cette situation de se dérouler. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise gestion. Ce qui se passe ici est le produit d'un système beaucoup plus large, alimenté par des leviers de pouvoir, des incentives politiques et malheureusement un spectacle qui est joué à l'échelle nationale. Le spectacle de la guerre contre l'immigration, la rhétorique des terroristes domestiques, tout cela fait partie
d'un jeu plus vaste où l'indignation est exploitée pour manipuler l'opinion publique. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces actions sont soigneusement orchestrées pour servir des intérêts plus profonds. En déployant des forces fédérales sur le terrain, le gouvernement envoie un message. Il est prêt à tout pour maintenir son autorité, même si cela signifie sacrifier des droits fondamentaux. Ce qui est encore plus insidieux, c'est l'effet de spectacle. On assiste à un étalage de pouvoir qui se veut rassurant pour certains segments de la population, mais qui est en réalité une diversion des vrais problèmes derrière les chiffres. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la sécurité nationale qui est en jeu ici, mais bien la consolidation d'un pouvoir sans véritable responsabilité. La question qui se pose maintenant est où allons-nous à partir de là? Il y a deux chemins possibles et chacun d'eux pourrait radicalement changer la direction de cette crise. D'un côté, vous avez une réconciliation possible, une prise de conscience collective, une pression publique accrue et des actions concrètes pour mettre fin à cette militarisation des forces de l'ordre. Peut-être que la situation se calmera, que les appels à la justice seront entendus et que l'on reviendra à une situation plus stable. Mais de l'autre côté, il y a un chemin plus sombre, un chemin où cette normalisation de la violence d'État continue de se propager. Un chemin où les citoyens sont de plus en plus divisés, où la méfiance et la peur dominent et où chaque décision politique devient une pierre lancée dans un fleuve déjà en crue. Si cela continue, ces tensions risquent de se transformer en une fracture profonde et permanente. L'incertitude est totale. Tout dépend de ce qui va se passer dans les prochains mois. Est-ce que la pression populaire et les conséquences politiques vont forcer un changement? Ou bien, comme nous l'avons vu dans d'autres moments de l'histoire, ce genre de crise peut-il se transformer en un terrain fertile pour des mesures encore plus extrêmes? Ce que l'on sait, c'est que le prochain mouvement est déjà en train de se former. La question est, allons-nous le laisser se dérouler sans réaction? Ce qui se joue ici n'est pas simplement une bataille politique, c'est un affrontement sur la définition même de la liberté et des droits fondamentaux. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait redéfinir à jamais notre conception de la justice, de l'autorité et des responsabilités. Si cette situation nous enseigne quelque chose, c'est que le pouvoir peut parfois se retourner contre ceux qu'il est censé protéger. La question à la fin de tout cela est, serons-nous assez nombreux pour résister à cette dérive? Serons-nous assez vigilants pour empêcher ce genre de pouvoir de s'installer durablement? Mais ce n'est pas tout. Cette histoire n'est pas finie. Les prochains mois seront cruciaux. Ce que nous choisissons de faire, comment nous réagissons et comment nous participons à ce débat auront des répercussions pour des générations à venir. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas simplement regarder. Engagez-vous. Soyez informés. Et si cette analyse vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour continuer à explorer ces questions de fond avec nous. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'avenir de notre pays qui est en jeu, c'est l'avenir de notre liberté.